Moi, je suis sûr qu'avec ce que les Occidentaux ont fait, comment ils ont saboté cet accord de paix, Poutine sait très bien que l'Ukraine ne dira pas oui à cela et il en profite pour forcer la main ou piéger ou discréditer Zelensky auprès de sa population. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à Vladimir Poutine qui se moque des Occidentaux et qui propose la paix à l'Ukraine. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne et nous passons à la vidéo. L'offensive ukrainienne à Koursk serait un échec, c'est ce qu'affirme le président russe qui s'est exprimé sur le sujet lors d'un forum économique dans la ville de Vladivostok. Kiev assure contrôler plus de 1000 km² de territoire dans la région. Mais selon Vladimir Poutine, cette incursion débutée le mois dernier sur le sol russe n'a pas permis de freiner l'avancée des troupes russes en Ukraine. Проходят через серьезные испытания и страдают от этих террористических актов. И священный долг вооруженных сил сделать все для того, чтобы выбросить противника с этих территорий и надежно защитить наших граждан. Ну и вся страна, конечно, должна делать все для того, чтобы людей поддержать. Что касается военной стороны дела, то я уже об этом говорил. Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего в Донбассе, освобождение которое является нашей первоочередной целью. Получилось или нет? Нет, у противника ничего не получилось. Vladimir Poutine a également ironisé sur la politique américaine et les candidats à l'élection présidentielle de novembre, en apportant son soutien à Kamala Harris sur un ton sarcastique. И главный был действующий президент, господин Байден. Вот он, его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Ну вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать. Это, во-первых. А во-вторых, она так выразительно и заразительно смеется, что это говорит о том, что у нее все хорошо. А если у нее все хорошо, то значит, вот Трамп, он же ввел столько количества всяких ограничений и санкций в отношении России, сколько до него ни один президент раньше не вводил. А если у госпожи Харрис все хорошо, то, может быть, она воздержится от таких действий подобного рода. Le président russe s'est de nouveau dit ouvert à des pourparlers avec l'Ukraine, des discussions qui devront se faire, a-t-il précisé, sur la base des négociations qui ont eu lieu en 2022 entre Moscou et Kiev. Alors, vous avez vu, il y a les deux parties que nous allons développer dans cette vidéo. La première partie, c'est sa position par rapport à Koursk. Moi, je pense que Koursk, il a raison. C'est perdu pour l'Ukraine. Contrairement à d'autres personnes et à Zelensky qui s'efforcent de maintenir cette incursion à Koursk pour exister médiatiquement, Koursk, c'est perdu et c'est un échec, comme je vais vous le démontrer dans quelques minutes. Et ensuite, nous reviendrons sur quelles étaient les conditions du premier accord de paix sur lesquelles les Russes et les Ukrainiens étaient à peu près d'accord, et peut-être aussi pourquoi il fait exprès de faire revenir ce sujet-là sur la table. Peut-être qu'il anticipe une énième escalade de Zelensky. Donc c'est parti. Premièrement, on va aller sur la chaîne Nicolas MG pour vous montrer pourquoi Koursk est un échec, quoi qu'en disent les autres. Maintenant, vous voyez ce qui se passe à Koursk, c'est important. Donc à Koursk, le 7 août, voilà, c'est l'avancée du 7 août. Moi j'ai mis 6-7 août, bon il n'y a pas le 6, ils ont mélangé les deux. 6-7 août, je vérifie, ouais c'est ça. 6-7 août, vous voyez cette zone-là. Ensuite, le 8 août. Je me rappelle, là, il y avait l'avancée, ici, c'est Korenevo. Voilà, c'est la première avancée. Il y avait, je vous l'avais expliqué, il y avait une brigade, il y avait une unité blindée qui s'était dirigée jusqu'à la ville de Korenevo. Ensuite, par exemple, là, vous voyez le 10, enfin le 7, 8, là.
Et là, vous pouvez remarquer la tendance. Le 16, là, c'était, il me semble que c'était vers Jiri. J'avais fait une vidéo là-dessus. 14. Vous voyez, le 7, le 8. Avancé. 7, 8. Et là, en fait, ils ont vu qu'ils avaient du mal à avancer. C'est pour ça qu'ils se dirigeaient le long de leurs frontières. Le 14, le 26, le 14, le 22. Et là, vous voyez, c'est ralenti. Et en ce moment, ils avancent pratiquement pas. Ils essayent de contourner Korenevo. Mais en fait, les Russes réussissent à les contenir. Donc pour l'instant, l'incursion, ça fait brûler dans cette zone, c'est une petite zone, eh bien, il y a énormément de soldats ukrainiens et de matériel, ce qui permet aux Russes de lessiver, de nettoyer en bombardant ces zones, artillerie et aviation. Ça me rappelle un peu le débarquement qui avait été raté à Kryvyi par les Ukrainiens. Les Russes se sont retirés et ils ont simplement bombardé, pilonné ces pauvres marines ukrainiens. Donc là, c'était une belle avancée, hein, les 2 premiers jours. Et puis petit à petit, ça s'est asséché. Et là, ils avancent pratiquement pas. Et ils brûlent des hommes, ils brûlent du carburant, ils brûlent du matériel. Donc là, c'était pour une remise à plat. Voilà, le résumé, vous venez de le voir. La majeure partie de ce qui a été fait en 4 semaines a été fait le 7, le 8, le 9, le 10, la première semaine. Depuis la première semaine, malgré tout le bruit que les médias occidentaux ont fait, comme quoi c'était majeur, ça allait faire des trucs ou quoi que ce soit, il ne se passe pas grand-chose. Et bien au contraire, comme je vous l'avais expliqué, on aurait dit que les Russes ont décidé de les contenir et ont décidé de ne pas tout de suite les chasser. J'ai déjà montré ici dans la conversation entre History Legend et je me souviens plus de comment il s'appelle, Régis quelque chose, le monsieur, plus un militaire français. On avait déjà analysé que les Ukrainiens ne peuvent plus se rassembler ou rassembler des troupes parce que les Russes, dès qu'ils se rassemblent, ils leur font tomber une Fab 500 et tout est rasé. Tout immeuble est rasé. Tout ce qui est rassemblement est interdit aux Ukrainiens. Ils sont obligés de rester en mouvement. Ensuite, je viens de vous annoncer le nouveau game changer, une fois de plus encore du côté russe. C'est qu'ils ont réussi à améliorer la production et le coût de production des missiles Iskander. Depuis, nous voyons que ça devient de plus en plus difficile pour les Ukrainiens parce qu'ils n'arrivent pas à intercepter les missiles Iskander. Et on a de plus en plus de frappes d'Iskander partout sur le territoire ukrainien. Et je vous ai aussi démontré ici que les Iskander ont détruit plusieurs patriotes et plusieurs systèmes anti-aériens. En fait, c'est simple. Tout ce qui est repéré, quand c'est frappé par un Iskander, c'est détruit. Donc, malgré les moyens que les Occidentaux mettent, rien n'arrive à intercepter ce missile. Et donc, en ayant connaissance de cela, surtout qu'on peut rajouter encore l'effet de surprise des Ukrainiens est fini, parce que l'effet de surprise des Ukrainiens consistait à rentrer dans un endroit qui était non surveillé et à avoir brouillé les caméras russes, et en plus d'avoir ramené de la guerre électronique qui permettait qu'au début, ils avaient beaucoup de drones qui lançaient sur les Russes. Tout cela est maintenant issu et tout cela, maintenant, les Russes sont préparés à ça. Donc, ils ont perdu tout avantage. Pensez-vous que si les Russes les laissent encore à Kursk, c'est vraiment parce qu'ils ne peuvent pas les chasser ou c'est parce que ça profite aux Russes maintenant? C'est que maintenant, la bêtise de Zelensky profite aux Russes. Puisque maintenant, ils ont une poche où à chaque fois ils éliminent les hommes, Zelensky envoie les hommes, envoie du matériel qu'on élimine. Et donc, ce matériel-là et ces hommes-là ne peuvent pas aller dans le Donbass. La situation est en train de s'empirer. Et donc, vous comprenez ici que Poutine, quand il dit que la tactique de l'ennemi a échoué, il le dit en connaissance de cause. Vous l'avez bien vu vous-même. Entre ce qui a été fait les 4 premiers jours de Kursk et ce qui a été fait sur les plus de 20 jours après, c'est sans commune mesure. On aurait même dit que les 3 dernières semaines, ils ont passé leur temps à tourner en rond plutôt qu'à faire quelque chose. Et voilà pourquoi Poutine, sachant que dans le Donbass, ils avaient déjà pris l'avantage. L'avantage des Fab 3000, l'avantage des Iskander,
Et maintenant, cet encerclement ou cette brèche-là, ou ce colmatage de la brèche de Kursk mise en place, il sait que l'Ukraine maintenant est dans une plus mauvaise posture qu'avant l'incursion de Kursk, d'où son discours de proposer la paix à l'Ukraine. Et nous allons écouter les conditions de paix sur lesquelles il veut revenir. Et écoutez bien. Un espoir de paix pour l'Ukraine. Les négociations menées hier à Istanbul ont permis des progrès significatifs. Enfin, dites-nous vraiment, justement, s'ils le sont, quels sont les termes d'un possible compromis? Eh bien, ce compromis, il pourrait être trouvé sur la base tout simplement de ce que les Ukrainiens ont proposé hier à Istanbul. L'Ukraine accepterait d'être un pays neutre, c'est-à-dire de ne pas adhérer à l'OTAN, de ne pas accueillir sur son territoire de bases militaires étrangères et de garder le statut qu'elle a déjà, de statut de puissance non nucléaire. En échange, les Ukrainiens demandent des garanties. La Russie devrait promettre de ne plus attaquer le pays et des puissances étrangères promettraient de défendre l'Ukraine si le pays devait tout de même être attaqué. Ces pays garants seraient la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Chine, les 4 grandes puissances nucléaires, plus l'Allemagne, la Turquie, la Pologne et Israël. En tout, donc, 8 pays qui accepteraient de devenir les protecteurs de l'Ukraine. Kiev demande aussi que Moscou ne s'oppose pas à une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Ce qui est nouveau, Nicolas, c'est que l'Ukraine ne demande plus le retrait total des Russes. Et c'est pour ça qu'on peut parler d'un compromis, puisque l'Ukraine propose effectivement un accord qui exclut la Crimée, qui a été annexée par les Russes en 2014, et les 2 territoires séparatistes pro-russes de l'Est du pays, dans le Donbass. Ces territoires feraient l'objet de négociations séparées plus tard. Autrement dit, les Ukrainiens proposent aujourd'hui de revenir à la situation d'avant la guerre, et ils acceptent qu'une partie de leur territoire soit annexée par les Russes. Et que répond la Russie à ces propositions ukrainiennes? Que le chef de la délégation russe à Istanbul a estimé hier que la possibilité de conclure la paix se rapprochait, et il a évoqué la suite, une possible discussion entre les ministres des Affaires étrangères en attendant un éventuel sommet entre les 2 présidents, Poutine et Zelensky. Et en attendant, les Russes ont voulu donner des gages de bonne volonté puisqu'ils ont annoncé hier une réduction radicale de leur activité militaire autour de Kiev et dans le nord. Pour l'instant, cette réduction radicale n'a pas encore été constatée sur le terrain. C'est pour ça que les annonces russes sont accueillies avec prudence, voire avec scepticisme par les Américains. On est en effet encore loin d'un accord. Un seul exemple, le sort de la ville de Mariupol n'est pas du tout réglé. Les Russes ont quasiment réglé cette ville et ils ne sont pas prêts à renoncer à sa conquête. Et les Ukrainiens, de leur côté, assiégés dans leur ville, n'ont pas du tout l'intention de l'abandonner. Est-ce qu'on peut dire tout de même que les négociations... Voilà. Donc, maintenant, vous savez qu'est-ce qui était mis autour de cette négociation dont Poutine fait référence. Alors que les Ukrainiens eux-mêmes avaient proposé ça et que les Russes, ils avaient fait la concession. Et vous voyez ici que Poutine, la plupart du temps, ne ment pas. Parce que quand Poutine l'avait vu les chefs d'État africains et qu'il avait rappelé l'accord qui avait été fait entre les 2 pays, c'était essentiellement ça. Quand il disait « Nous avons accepté de retirer nos militaires proche de Kiev et dans le nord de l'Ukraine. Et après ça, comme par hasard, Boris Johnson est venu en Ukraine. Et après, ils nous ont inventé Boucha pour soi-disant justifier qu'ils renoncent à l'accord de paix qu'on avait fait avec eux. Et depuis là, l'Ukraine a perdu encore plus de terrain. Et les territoires qui ont rejoint la Fédération de Russie par référendum ne reviendront plus à l'Ukraine. Et toutes les parties où les Russes ont conquis, ils ne sont pas prêts à les rendre à l'Ukraine. Poutine dit que les conditions de négociation seront celles-ci. Il ne dit pas que lui, il est d'accord avec celles-ci. Il dit les conditions de départ qui sont majoritairement le fait que l'Ukraine devienne un pays neutre, l'Ukraine accepte de ne plus adhérer à l'OTAN, l'Ukraine n'ait plus des bases étrangères en Ukraine. C'est essentiellement ça. Et aujourd'hui, il est en position de force. Mais moi, je suis sûr qu'avec ce que les Occidentaux ont fait, comment ils ont saboté cet accord de paix, Poutine sait très bien que l'Ukraine ne dira pas oui à cela et il en profite pour forcer la main ou piéger ou discréditer Zelensky auprès de sa population. Parce qu'on sait déjà que la population de l'Ukraine regrette l'initiative de Zelensky d'avoir été pénétré dans Kursk. Maintenant, aujourd'hui, c'est considéré comme une bêtise par les Ukrainiens et par les Occidentaux. Mais Zelensky continue, alors que l'Ukraine ne dispose quasiment plus d'hommes qui veulent se battre et que beaucoup d'entre eux refusent maintenant de se battre. Beaucoup d'entre eux sont fatigués de ces 3 années de guerre
il veut toujours être dans la surenchère pour sauver sa propre peau. Et donc hier, voilà ce à quoi lui il aspire, qui est le contraire de ce que sa population aspire. Je suis sûr que Poutine est en train de le pousser à bout pour qu'il passe dans la surenchère pour montrer que si jamais la population ukrainienne souffre, ce n'est pas parce que lui, Poutine, le veut, mais c'est parce que Zelensky continue à s'entêter avec les Occidentaux. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky demande aux alliés plus d'armes pour repousser la Russie. Il est arrivé ce matin en Allemagne alors que les soldats ukrainiens reculent dans l'Est sous la pression de Moscou. Il doit rencontrer aujourd'hui le chancelier allemand Olaf Scholz pour discuter en tête-à-tête de l'aide militaire. On retrouve Gulliver Krag, notre correspondant à Kiev. Qu'attend le président ukrainien de sa visite en Allemagne ? Alors, on peut dire trois choses. Plus d'armes, bien sûr, mais aussi pour que les armes qui ont déjà été promises soient livrées plus rapidement. Les Ukrainiens ne donnent généralement pas de chiffres, mais au mois de février, le ministre de la Défense, Rustem Umerov, avait dit que près de la moitié des armes promises arrivent avec des retards significatifs, notamment les F-16, les avions de chasse qui sont arrivés non seulement plus tard qu'initialement promis, mais aussi pas avec tout l'équipement dont les Ukrainiens ont vraiment besoin. Donc, ils demandent aussi à ce que les promesses qui sont faites soient tenues plus rapidement. Il y a des retards apparemment un peu partout, même si les Ukrainiens généralement ne donnent pas trop de précisions sur où exactement et quels sont les pays les plus retardataires. Et puis, la troisième chose, qui est très important, et les Ukrainiens le martèlent maintenant depuis des semaines, ils veulent la permission d'utiliser des armes à plus longue portée pour frapper des cibles en Russie, notamment des bases aériennes. Ils estiment qu'ils pourraient éliminer une partie assez importante de la capacité aérienne de la Russie, et c'est avec les avions que sont lancées les bombes planantes qui font tellement de dégâts dans des villes comme Kharkiv ou Sumy récemment. Mais il y a des désaccords sur ce point, c'est sûr. D'un côté, vous avez la fameuse réticence des Allemands, notamment, et des Américains sur l'idée de l'escalade. D'autres pays aussi expriment des inquiétudes par rapport à ça. Ça, c'est quelque chose que les Ukrainiens comprennent de moins en moins. Ils ont l'impression d'avoir montré avec leur incursion dans la région de Kursk en Russie, avec l'utilisation de HIMARS américains et d'autres équipements, qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de ligne rouge pour la Russie et qu'il n'y a pas vraiment d'escalade possible pour Vladimir Poutine, qui utilise en ce moment toutes les forces à sa disposition, dont sa guerre contre l'Ukraine. Les États-Unis, hier, la porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh, a dit tout de même qu'il y a une autre raison pour laquelle les Américains ne veulent pas donner la permission aux Ukrainiens d'utiliser les ATACMS, les missiles à longue portée, pour frapper des cibles en Russie, c'est qu'ils n'en ont pas tant que ça. Selon Sabrina Singh, ce n'est pas comme s'ils pouvaient fournir sans limite des ATACMS aux Ukrainiens, et les Américains estiment que les Ukrainiens en ont plus besoin pour frapper des cibles, notamment en Crimée et dans d'autres territoires ukrainiens occupés. Voilà. Donc, le monsieur, il est dans la surenchère. Il veut déjà, on tienne des promesses, on le livre plus vite, et il veut des missiles à longue portée. Maintenant, là, ça, c'est des considérations politiques. Concrètement, voilà ce que ça veut dire de donner à Zelensky ses armes. Et vous avez ici le pourquoi du comment les Occidentaux ne veulent pas lui donner ses armes. Parce que je vous ai fait dans une précédente vidéo, je vous ai montré qu'ils ont utilisé des attaques à sous-munitions à Belgorod sur des cibles civiles. Et maintenant, regardez le type d'armes dont on soupçonne qu'ils aient déjà, mais dont ils n'ont pas la permission d'utiliser. Et probablement qu'avec cette énième provocation de Poutine qui dit que maintenant il veut qu'on recommence à négocier la paix, mais sur la base de ce qui était dit à l'époque, alors qu'il n'y a pas plus de 3 semaines, comme vous pouvez l'apercevoir dans cette vidéo, il disait ceci. Так вот, судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще можно говорить? Donc, il venait de dire ici, pour ceux qui m'écoutent dans leur voiture,
c'était après l'incursion de Koursk, quand Poutine était venu dans une réunion d'urgence avec ses ministres dire qu'il n'y aura plus de négociations parce que, l'Ukraine a pénétré Koursk, mais en plus de ça, il tire sur des cibles civiles. Il avait dit qu'il n'y a plus de négociations de paix. Et maintenant, alors qu'il n'a pas encore fini de mettre les Ukrainiens en dehors de Koursk, parce qu'il avait dit qu'il va d'abord s'occuper de mettre les Ukrainiens en dehors de Koursk. Maintenant qu'il ne les a pas encore chassés de Koursk, il propose déjà, ou il ouvre la porte à des négociations de paix à nouveau. Il sait très bien, et les faits l'ont déjà démontré, que Zelensky et les Occidentaux ne voudront pas. Ils voudront encore sacrifier plus d'Ukrainiens. Et donc, il fait exprès de leur tendre la main pour que ce soit eux qui refusent et que ce soit eux qui soient dans la surenchère. Et donc, voilà le type de surenchère que ça peut entraîner. Et voilà aussi pourquoi les Occidentaux réfléchissent à 2 fois. Parce que ce tour-ci, il se pourrait bien que les représailles que l'Ukraine a subies cette semaine ne soient rien à côté de ce qu'ils pourraient subir si jamais on leur donne l'autorisation d'utiliser ces armes et qu'ils l'utilisent à mauvaise escient, comme ils ont déjà fait. Donc regardez quel est potentiellement ce que l'Ukraine peut faire avec ces armes et pourquoi les Occidentaux refusent de les donner. Hello my dear friends, you're in the Military Summary channel and today we will discuss the situation in Ukraine on the 4th of September of 2024. Today we have a lot of very interesting updates, so let's start. And first we're going to talk about new bomb that Ukrainians are going to receive from the Western countries. We're talking about AGM-158 JASSM. This is... Donc, on dit que l'Ukraine a déjà des JASSM en Ukraine, mais qu'ils n'ont pas l'autorisation d'utiliser. Le jour où les États-Unis seront vraiment désespérés, et s'ils veulent que les choses s'enveniment avec la Russie, ils les autoriseront à utiliser ça. Et donc, regardez quelle peut être la dangerosité de cette arme. Long-range missile that can attack deep inside the territory of Russian Federation for around 370 kilometers. And as for the latest version of this missile have the ability to strike at a range of up to 980 kilometers. And the Western sources are saying that, and the experts are saying that Ukrainians are going to use this missile for the first time during the 7th or before the 7th of October, and this is... Et donc, apparemment, ce missile, si j'ai bien compris, ça peut aller jusqu'à 980 km de profondeur. Et, comme il dit, on soupçonne que l'Ukraine utilise ça aux alentours de octobre. Out to Kiev will be officially announced right before the attack. This means that they will be delivered to the territory of Ukraine much earlier. Earlier, The Guardian wrote about Ukraine's plan to bring war to the cities of the Russian Federation, including strikes on Moscow and St. Petersburg. Other Western... Et donc, comme par hasard, les Ukrainiens vont annoncer qu'ils ont ces missiles et qu'ils sont prêts à tirer quand ils les auront en leur possession, comme la précédente des attaques Kemes. Vous avez vu, quand ils ont annoncé qu'ils allaient utiliser les attaques Kemes, directement, sans même attendre la livraison, ils ont tiré. Donc probablement, ils veulent reproduire le même scénario. Dès qu'on va annoncer, oui, l'Ukraine peut utiliser les armes, elle va direct les utiliser. Pourquoi? Parce que toute la logistique avant ça sera déjà préparée, les cibles seront déterminées avec les Occidentaux et tout ça, et après on va autoriser le tir. Et ici on vous dit qu'on peut potentiellement tirer sur Moscou et Saint-Pétersbourg, donc c'est à vous-même de voir. Parce que tout à l'heure je vais vous faire une vidéo de peut-être pourquoi l'Ukraine a subi le bombardement de la ville où il y avait les camps militaires tout à l'heure. Media outlets are widely distributing map of possible targets of this missile, Storm Shadow attack missiles as well. When talking about this map, this is exactly what we are talking about. So as you can see, if Ukrainians receive this type of weapon, then they will be able to attack Moscow, they will be able to attack a lot of Russian military bases, aviation. Donc, vous avez vu, potentiellement, si l'Ukraine dispose des JASSM, elle peut tirer Moscou, Saint-Pétersbourg, Kaliningrad, Crimée, partout, une bonne partie de la Russie. Et ce, en étant au milieu de l'Ukraine, pas à côté du front.
bases that the Russians are using to attack the territory of Ukraine with cruise missiles and so on. And the most important and the most dangerous part of this is not that Ukrainians will be able to attack Moscow or St. Petersburg. As I understand, according to my understanding of the situation, the most dangerous thing is that Ukrainians will be able to begin bombing and attacking the Kaliningrad, the region of Russian Federation that is located between Poland and the Baltic states. As I understand, this is most unprotected part of Russian Federation, and of course Ukrainians will use this bomb to attack, to start bombing, and the most important, to start destroying the military infrastructure of this region, which will of course may ease the possible further operation conducted by the NATO countries in this part of Russia. So everything has its own meaning. Voilà. Essentiellement, ce qu'il dit, potentiellement, cette arme leur permettrait aux Ukrainiens de toucher Kaliningrad. Et donc, ils feraient exprès de viser les infrastructures militaires de Kaliningrad parce qu'ils sont moins bien protégés. Et c'est probablement vrai parce qu'on sait que avec des missiles conventionnels, les Ukrainiens n'ont pas un grand succès sur les cibles militaires, non seulement sur le champ de bataille, mais aussi sur les grandes agglomérations russes. Parce que les Russes, leur système, même si les Occidentaux n'en parlent pas beaucoup, leur système anti-aérien marche très bien parce qu'ils disposent de missiles qui sont plus rapides que la plupart des missiles des Occidentaux. L'Iskander n'arrive pas à être intercepté par les missiles occidentaux. Donc, il y a des meilleurs missiles pour intercepter du côté russe. Mais là où il n'y en a pas, eh ben, on ne peut rien intercepter. Et donc, potentiellement, s'ils prennent ces missiles, ils savent bien qu'ils auront du mal à atteindre des cibles majeures en Russie. Mais par contre, on n'exclut pas la connerie d'aller atteindre Kaliningrad ou de tirer sur des civils, ce qui, automatiquement, nécessairement, obligerait la Russie à repunir encore l'Ukraine, et 2, ouvrirait la porte à la Russie à faire la même chose sur les conflits où il y a les alliés des Occidentaux. Et donc, pour Israël, ça veut dire que au Moyen-Orient, la Russie pourrait donner des Iskander à l'Iran et à tous les autres pays qui sont ses alliés ou les alliés de l'Iran. Ce qui augmenterait de manière significative le danger pour les Américains et les Occidentaux qui sont présents dans cette zone. Donc, moi, je ne pense pas qu'ils vont aller jusqu'à faire cette connerie. Parce que s'ils font cette connerie, c'est eux qui le payeront le plus. Parce que pour le moment, ils ne disposent pas d'équipements assez performants, à mon sens, à moins qu'ils le cachent, pour intercepter les meilleurs missiles russes. Et donc, voilà pourquoi, à mon sens, Poutine joue avec les Occidentaux. Il joue avec les Occidentaux pour discréditer Zelensky et montrer que voilà, lui, il sait qu'il est plus fort. Il n'a pas besoin d'éliminer tous les Ukrainiens qui sont à Koursk si Zelensky revient à la raison et abandonne toutes ces conneries. Mais bon, est-ce que Zelensky voudra? Je ne suis pas sûr. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.